donc en effet, je vais vous parler d'hyperventilation. Alors, bien évidemment, c'est l'hyperventilation idiopathique, c'est pas l'hyperventilation qui est liée, qu'on peut considérer comme un symptôme, c'est bien le syndrome en tant que tel. Alors, dans la littérature, on retrouve le terme d'hyperventilation, mais aussi de syndrome de respiration dysfonctionnelle, ce qui correspond peut-être un tout petit peu mieux à ce qu'on entend finalement par hyperventilation. Donc, c'est bien qui n'est pas adapté à la situation. Dans le domaine médical, on connaît bien l'histoire du déséquilibre entre l'offre et la demande. Alors dans notre domaine de kinésithérapie, plus souvent, ce sont des patients qui ont une limitation, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas subvenir à la demande qui est associée à l'activité physique, par exemple, un déficit musculaire, donc on est limité à l'effort. Et bien ici, dans le cas d'hyperventilation, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que le patient respire trop, en quelque sorte, par rapport à la situation concernée. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est finalement très anecdotique, puisque vous voyez que ça touche à peu près 10% de la population, enfin ça peut toucher jusqu'à 10% de la population. On parle bien de l'hyperventilation en tant que pathologie, comme je vais essayer de vous la définir, c'est-à-dire à peu près 1 million de personnes en Belgique si on fait le compte, donc c'est quand même quelque chose de conséquent. Et d'ailleurs, très souvent, quand on parle de ce sujet dans un auditoire, il y a toujours des gens à la fin qui se disent « Tiens, mais finalement, en fait, ça me concerne et je me reconnais finalement dans la description qui est faite. » Alors, on va revenir de suite là-dessus, mais il y a aussi 25% des patients pour lesquels c'est associé à l'attaque de panique, donc à un vrai trouble psychiatrique qui ne veut pas dire qu'on est fou, mais donc c'est quelque chose qui est documenté au niveau de la psychiatrie, donc vraiment clairement associé à un dysfonctionnement, si je puis dire, au niveau mental. Alors toujours au niveau épidémiologique, ça concerne plus les filles que les garçons, principalement pour des raisons hormonales. Donc un rapport de 1 sur 4 jusqu'à 1 sur 7 dans certaines études. Donc les demoiselles dans l'auditoire, vous êtes sans doute plus sujettes à présenter ce phénomène d'hyperventilation, donc pour des raisons hormonales et puis pour d'autres raisons sur lesquelles je vais revenir dans la suite de l'exposé. Ça concerne principalement les personnes qui sont âgées de 20 à 50 ans, mais pas que, pas uniquement. Donc il y a quand même beaucoup de mentions dans la littérature de cas d'hyperventilation, par exemple chez les enfants. Alors pas les bébés probablement, en tout cas c'est pas documenté, je sais pas très bien comment on pourrait mettre ça en évidence, mais chez les jeunes, c'est quelque chose qu'on retrouve, et puis chez les personnes plus âgées également. Et dans votre pratique quotidienne, vous avez certainement, si vous faites un petit peu attention à cette problématique, vous aurez certainement des patients, je pense par exemple aux patients BPCO, certes ils hyperventilent à cause de la pathologie, dans ce cas-là c'est un symptôme, mais il y en a beaucoup qui ont ce mécanisme d'hyperventilation pathologique. Et puis finalement, et ça c'est aussi une notion relativement importante, je pense, pour les kinésithérapeutes, on considère que 15% des patients asthmatiques ne sont pas asthmatiques. C'est-à-dire que ce sont des patients qui sont considérés comme asthmatiques, traités comme asthmatiques, avec le fameux Ventolin qu'on utilisait classiquement, qui va peut-être être tout doucement modifié dans la prise en charge des patients asthmatiques, mais ce sont des patients qui sont traités de manière erronée. Alors ils vont beaucoup mieux, puisque la cause de l'hyperventilation elle est souvent psychologique, et donc on pense qu'on reçoit le traitement, donc forcément on va mieux, on a traité l'asthme qui n'en est pas, et on a traité évidemment l'hyperventilation avec en quelque sorte un placebo, qui n'est pas tout à fait un placebo dans ce cas-là. Alors je vous ai dit que c'était associé dans 25% des cas à l'attaque de panique, le trouble panique, donc un trouble bien documenté au niveau psychiatrique. Je ne vais pas entrer dans les détails du trouble panique, mais c'est important quand même de pouvoir avoir cette notion à l'esprit, puisque vous devez pouvoir finalement vous dire, tiens, dans quelle situation on se trouve, et vous voyez que quand on a des patients qui ont un trouble panique, eh bien, le syndrome d'hyperventilation est par contre là très fréquemment associé. Donc on peut avoir les deux, très souvent. Quand on a le trouble panique, donc trouble psychiatrique, on a très clairement une grande probabilité d'avoir de l'hyperventilation. Par contre, on peut, dans beaucoup de cas, à peu près 3/4 des cas, avoir de l'hyperventilation isolée, sans ces attaques de panique. Et une des difficultés aussi parfois de faire la distinction entre les deux, c'est que, vous voyez ici sur le schéma représentant, on va dire, les données épidémiologiques, là, finalement, c'est un petit peu la même catégorie de patients, et donc on est vraiment dans deux situations cliniques qui se chevauchent de manière assez importante. Alors si on parle de l'hyperventilation, on doit distinguer deux formes, trois formes, mais en tout cas la forme aiguë, subaiguë, de la forme chronique. Alors la forme aiguë,
c'est l'attaque de panique ou l'hyperventilation brutale. Imaginons que tout d'un coup je sois paniqué ici dans le fait de devoir prendre la parole, eh bien je pourrais avoir ce qu'on appelle une hyperventilation aiguë, quelque chose qui va se passer pour la première fois avec finalement des symptômes qui sont très marqués, très importants. Je vous invite à aller voir le film ou revoir le film Mafia Blue, où il y a à un moment donné Robert De Niro qui a l'impression d'avoir un infarctus. Bon, il n'en a pas, il a un trouble panique ou une hyperventilation. Dans le film, on ne peut pas le distinguer, mais c'est quelque chose qui est très marqué, on le voit. Il a des symptômes très inconfortables, je pense qu'il a un infarctus. Donc, l'attaque de panique ou l'hyperventilation aiguë, c'est quelque chose qui est vraiment majeur pour le patient. Il a l'impression de mourir. Et très souvent, ces patients se présentent d'ailleurs en salle d'urgence, et on y reviendra tout à l'heure. Donc ça concerne finalement peu de patients dans ce groupe d'hyperventilation en aigu. Par contre, en subaigu, c'est lorsque la crise persiste un petit peu, on a quand même beaucoup de patients, et donc globalement, cette forme aiguë-subaiguë, c'est à peu près la moitié des cas. L'autre moitié des cas étant le trouble chronique, qui est finalement un petit peu plus sournois, qui se présente quand même dans une situation sur deux, et qui est la persistance des symptômes dans le temps. Et donc finalement, on s'habitue à vivre avec ça, et donc c'est plus aussi marqué, on ne peut pas vraiment clairement mettre en évidence les symptômes de manière très brutale, mais on a quand même finalement toute une série de symptômes, on va y revenir tout de suite par rapport au diagnostic de la maladie, qui font que la situation peut être en tout cas très inconfortable pour le patient. Alors cette forme chronique, elle est associée à un tableau évocateur. Je vous ai dit tout à l'heure que pour des raisons hormonales, les femmes étaient beaucoup plus concernées que les hommes. Eh bien, le tableau évocateur, il va aussi en faveur des femmes. Alors, pas tellement le fait que ça concerne les jeunes, ça peut être les femmes comme les hommes, hein, il n'y a pas plus de femmes jeunes que d'hommes jeunes à ma connaissance. Par contre, ce qui clairement favorise, peut-être défavorise, je devrais dire dans ce cas-ci, les femmes, c'est que c'est clairement associé au perfectionnisme. Donc, les femmes sont plus perfectionnistes, c'est dur à dire pour moi, mais bon, voilà. Les femmes sont plus perfectionnistes que les hommes, et donc, pour cette raison-là, elles sont plus sujettes à l'hyperventilation. Et pour avoir ici l'occasion de rencontrer pas mal de patients qui viennent pour de l'hyperventilation, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ce qui me paraît être la classe de patients la plus fréquente que je rencontre, ce sont des jeunes filles au mois de juin de la faculté de médecine. Alors la faculté de médecine, peut-être parce que l'hôpital est juste à côté de la faculté de médecine, ça c'est probable, mais au mois de juin, là, très clairement, parce que pendant tout le blocus, on revoit toutes les maladies, on a les symptômes en tête, on n'arrête pas d'y penser, et puis les examens sont finis, on se repose, et puis on se rend compte que tiens, on a un petit peu une douleur ici, ça y est, ça doit être l'infarctus, et puis quand on y pense très fort, on a aussi mal au bras, donc ça confirme le diagnostic qu'on a justement étudié la veille. Le garçon, il aura déjà oublié, mais la fille, elle a bien en tête. Et donc, ça, c'est clairement ce qui favorise l'association en plus du problème hormonal. Alors, les causes d'hyperventilation, je vous ai dit ici aujourd'hui, on va parler principalement et exclusivement finalement de l'hyperventilation physiologique, idiopathique et pas physiologique, donc pas celle de l'asthmatique qui fait une crise, du BPCO. Donc, c'est vraiment la problématique isolée. Alors, je vous ai dit que c'était un déséquilibre entre l'offre et la demande, en quelque sorte, donc entre finalement ce que le patient est capable de faire au niveau respiratoire ou ce qu'il fait par rapport à la situation. Je ne vais pas entrer dans les détails ici de la gazométrie, mais par rapport à cette adaptation au niveau des gaz du sang, donc on a le pH, la PCO2 et les bicarbonates. Dans une situation normale, on est à l'équilibre, donc on a un pH normal, avec une PCO2 classique, je vais dire, ou considérée comme normale, et des bicarbonates, et le système fait que tout fonctionne. Quand on a une hyperventilation aiguë, eh bien, le patient va finalement chasser son CO2, il va hyperventiler, le CO2 va être éliminé, et il va y avoir toute une série de réponses qui vont se produire au niveau de l'organisme, des réponses qui sont physiologiques, qui donnent des symptômes, mais qui peuvent très facilement s'expliquer. On va y revenir tout de suite. Et puis, progressivement avec le temps, je vous ai dit 50% des situations, eh bien, on a une hyperventilation chronique où finalement ça s'équilibre un petit peu, on n'a plus ce déséquilibre aussi marqué offre-demande, on en a encore un tout petit peu, ce qui fait que le pH devient normal parce que le corps est bien fait, il s'adapte, et donc c'est un petit peu plus difficile
finalement de le mettre en évidence sur base de ce critère isolé, mais on a quand même toujours une modification au niveau de la PCO2 et des bicarbonates, mais qui sont finalement compensés. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement? Et ça je pense que c'est important de pouvoir l'expliquer aux patients. Vous avez l'hyperventilation, c'est la même chose si vous le faites spontanément. Et donc là le patient il hyperventile inconsciemment. On a donc une alcalose respiratoire, et Frédéric Dupré en a parlé tout à l'heure par rapport à l'oxygène, mais finalement par rapport au CO2, on a aussi toute une série de conséquences. On retrouve également ce processus, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais de vasoconstriction, qui fait qu'on va avoir toute une série de symptômes qui vont découler de ça. On a une hyperexcitabilité neuronale, on a une modification dans le sens de l'augmentation du taux de lactate au niveau cérébral, en plus du manque, de la diminution de l'irrigation, et on a un shift de la courbe de dissociation dont Frédéric parlait tout à l'heure, qui fait que cette relation entre la saturation en oxygène et la PaO2 est modifiée. Alors, finalement, cette hyperventilation, c'est la conséquence d'un problème, parce qu'il y a quand même quelque chose de sous-jacent. Donc c'est idiopathique, on ne le sait pas toujours, mais il y a quelque chose de sous-jacent. Et c'est ça qui va être la cause des symptômes. Donc il y a une problématique qui fait que le patient hyperventile, et l'hyperventilation entraîne des symptômes, qui sont des symptômes qui ne sont pas tellement spécifiques. Ça peut être des crampes, ça va être des sensations de fatigue à l'effort ou des sensations d'inconfort respiratoire. Typiquement, par exemple, le patient qui soupire beaucoup. Alors, je vous rassure, vous soupirez tous, heureusement, c'est important d'ailleurs au niveau physiologique, mais le patient hyperventilant, il a l'impression qu'il doit régulièrement reprendre son air, soupirer. En fait, le problème majeur, c'est qu'il fait très attention à tout ce qui se passe, et donc tout est un petit peu finalement exacerbé. Et puis on a des problèmes un peu plus cognitifs avec la confusion, l'anxiété, la nervosité. Donc ce ne sont pas des symptômes très caractéristiques, caractéristiques de la maladie, mais pas très spécifiques ou inquiétants. Et donc le problème vraiment, c'est de la chronicité de la maladie. Donc on a un cercle vicieux que vous avez, que j'ai représenté ici sur la diapositive, qui part, peu importe le point d'entrée, mais si on part d'ici, on a la respiration qui est excessive, n'oubliez pas l'offre et la demande, avec l'élimination du CO2, les symptômes qui apparaissent, ça génère de l'anxiété. Donc je vous rassure, ceci ça va se passer chez tout le monde, c'est tout à fait normal, sauf que probablement ça ne générera pas d'anxiété, et c'est là le problème, c'est que finalement cette anxiété renforce le dysfonctionnement respiratoire, et donc on a ce cercle vicieux qui est vraiment le problème majeur des patients. Alors, puisque la question c'était de savoir si c'était une maladie, si c'est une maladie, il faut pouvoir la diagnostiquer, et c'est peut-être là que la réponse n'est pas très claire, c'est pas si évident que ça de diagnostiquer ce syndrome d'hyperventilation. Je vous encourage vivement à aller lire cet article qui est assez facile à comprendre et à aborder, pour des gens totalement non spécialistes, sur justement le diagnostic de l'hyperventilation, publié dans la revue de la Société européenne, donc quand même très reconnu et accepté. Donc on parle quand même de ce syndrome d'hyperventilation dans des revues scientifiques de haut niveau. Par contre, ce qui ressort clairement, c'est que c'est difficile de faire le diagnostic. Et il propose de faire le diagnostic en 3 étapes. Le questionnaire de Nijmegen, on va y revenir, le test de provocation d'hyperventilation et la mesure du CO2 expiré. Donc ça, c'est assez ancien. Vous voyez qu'on est bien avant les années 2000, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors moi j'ai choisi aussi de reprendre plutôt cet arbre décisionnel que vous pouvez retrouver dans la lettre du pneumologue, qui est accessible je pense sur internet. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez m'envoyer un email, je vous l'enverrai volontiers. C'est en français. C'est pour essayer de mettre en évidence, alors avec l'hysterèse, on ne peut pas faire un diagnostic, faire un diagnostic c'est mettre un nom sur une maladie, donc ce n'est pas tellement notre rôle, mais peut-être que c'est notre rôle d'y penser, de le détecter et d'y faire penser le médecin. Donc vous avez finalement, on part d'une situation où le patient évoque une dyspnée, et c'est là que ça va vous faire penser à un syndrome d'hyperventilation. Alors il y a toute une série d'examens cliniques que vous pouvez faire, que le médecin va faire théoriquement, mais ils vont être normaux la plupart du temps. C'est d'ailleurs ça le drame des patients, vous avez l'impression d'avoir votre infarctus avec la douleur dans le bras, et puis en fait on vous dit que vous n'avez rien, autrement dit vous êtes fou, puisque vous avez quand même l'infarctus, mais on vous dit qu'il n'y en a pas, donc c'est que vous l'avez inventé. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a des vrais symptômes, mais il n'y a pas de mesure au niveau organique qui permet de le mettre en évidence. Et donc, l'examen clinique et les examens complémentaires ne vont rien révéler de concluant. En tout cas, ça ne va pas pouvoir confirmer votre diagnostic. Alors, on va
proposer aux patients, et ça je pense que c'est votre rôle, de faire le questionnaire de Nijmegen pour mettre en évidence, suggérer un syndrome d'hyperventilation, et il y a un cut-off score qui doit être dépassé pour que le score soit positif. Alors, on n'a pas le temps de passer en revue tous les éléments ici, mais ça c'est le questionnaire de Nijmegen que vous trouvez de nouveau très facilement sur Internet. Le principe c'est de faire passer cette liste de 16 symptômes, de proposer ces 16 symptômes aux patients et de demander s'ils les rencontrent jamais, rarement, parfois, souvent, très souvent. Côté de 0 à 4, vous additionnez, donc vous avez un score sur 64, et si vous êtes au-dessus de 23, le score est positif. Ça veut dire que vous n'avez pas un syndrome d'hyperventilation, mais ça évoque un syndrome d'hyperventilation. Ce n'est pas un outil diagnostique isolé, mais ça permet quand même d'y penser, et vous pouvez téléphoner au médecin en disant « j'ai évalué le patient, j'ai fait le score de Nijmegen, il est à 29, je pense qu'il y a peut-être une hyperventilation sous-jacente. » Le médecin en fera ce qu'il veut, mais vous avez fait votre travail et vous avez tenté de dépister ce phénomène. Alors vous trouverez dans la littérature d'autres cut-off scores. Actuellement, la tendance va plutôt vers le fait de prendre un cut-off score un peu plus bas, 19, ou de prendre un cut-off score de 17 qui permet peut-être de mieux discriminer les asthmatiques des vrais hyperventilants. C'est des points d'interrogation. Retenez quand même celui de 23, c'est à mon avis actuellement ce qui est le plus accepté. Et c'est finalement un test qui n'est pas trop mal, puisque la sensibilité, donc la capacité de détecter des vrais positifs, ou la capacité pour la spécificité de détecter des négatifs, eh bien, elle est assez bonne. Dans 90% des cas, globalement, on va être bon pour détecter les vrais patients et pour détecter les vrais non-hyperventilants. Donc c'est quand même un élément qui est assez important et sans doute assez valable au niveau scientifique. Alors, on ne peut pas se baser que là-dessus, comme c'est mis dans la recommandation. On doit aussi utiliser ce qu'on appelle le test de provocation. On va faire hyperventiler le patient volontairement. Vous voyez, le patient hyperventile, le CO2 va chuter et normalement, après 2-3 minutes, on récupère quasiment les valeurs de base. Le patient hyperventilant, ça ne va pas être le cas. Il ne va pas récupérer aussi vite ses valeurs de base et donc c'est un élément évocateur. On peut mesurer cette valeur de CO2 pour voir si ça se normalise. Et on associe à ça une mesure des symptômes. Donc on regarde si quand on hyperventile, on a des symptômes associés. Alors là, c'est un peu compliqué. Donc vous avez ici une étude où il y a des patients suspectés d'hyperventilation, des sujets contrôle. Au repos, le score de symptômes est plus élevé chez les sujets supposés être hyperventilants que chez les sujets non. Par contre, le problème, c'est que quand on hyperventile, c'est très bien, on majore les symptômes, mais on le fait également chez les sujets sains, donc c'est pas très discriminant. Et surtout, c'est pas vrai chez tout le monde. Donc il y a des patients qui vont majorer que très peu leurs symptômes, et il y a des sujets sains qui vont les majorer aussi alors qu'ils ne le sont pas. Donc ça, c'est le cheminement qui vous permet de dire si oui ou non, finalement, on a une suspicion, puisqu'on ne peut pas vraiment parler de diagnostic d'hyperventilation. Alors, je termine rapidement par la prise en charge, sans rentrer dans les détails, mais quand même, comme ça, vous avez un point de repère. Il y a une prise en charge médicale, essentiellement psychologique et médicamenteuse, en fonction de la clinique. Vous avez une prise en charge physique, ce sont des patients qui perdent confiance en eux au niveau de l'activité physique, puisque si vous faites du vélo, vous hyperventilez, vous avez les symptômes, et donc pour eux, c'est associé à la maladie, donc ils ne veulent plus faire d'exercice pour ne pas avoir les symptômes, et donc ils sont déconditionnés. Et donc ça, c'est clairement votre rôle, tout comme un rôle au niveau spécifique kinésithérapie qui va vous permettre, d'évaluer, d'expliquer la problématique aux patients. Je vous assure, faites l'exercice en leur disant déjà qu'ils ne sont pas fous. Je commence, comme dit William, à être vieux, j'ai pas mal de patients. Ça m'est arrivé plusieurs fois en disant aux patients, vous n'êtes pas fous, qui se mettent à pleurer. Simplement parce que, ouf, je ne suis pas fou, alors qu'il y a sans doute eu d'autres situations où on a évoqué, ou en tout cas on a généré ce sentiment pour le patient. On va prendre un exercice, on va proposer un exercice aigu pour normaliser la respiration, et puis on va essayer de réapprendre finalement aux patients à s'adapter correctement à la situation. Alors pour conclure, finalement la société pousse un petit peu à cette hyperventilation, puisque c'est clairement très souvent associé au stress. Et je voudrais juste conclure en disant que finalement, peut-être que le premier traitement, c'est d'abord de croire le patient. Et ça, je vous assure que c'est quelque chose qui est très difficile pour eux. 2 phrases de patients que j'ai rencontrés. Beaucoup de patients vont en salle d'urgence, je dirais comme ça, des 2 sur 3. Et la réponse la plus classique quand ils arrivent en salle d'urgence pour un infarctus ou autre chose, c'est de dire vous n'avez rien, rentré chez vous. Et donc en fait, ça ne fait que augmenter ce sentiment de mal-être et probablement cette hyperventilation
idiopathique. Voilà, je vous remercie.